14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors j'ai remarqué que dans ma vie, ce sont souvent des épreuves ou en tout cas des événements tout à fait inattendus qui m'ont fait évoluer. Et justement, c'est ce que je vous propose, c'est de venir nous raconter ce qui a bouleversé votre existence, ce qui vous a permis de changer de cap ou tout simplement peut-être de mieux vous comprendre. Et c'est Hélène Vecchiali qui a eu envie d'aborder ce thème parce qu'elle a remarqué que ses patients, la plupart du temps, ont bougé grâce ou à cause d'un signe, d'un événement ou même parfois d'une rencontre, d'un livre, d'un film, d'une phrase qui peut être entendue comme ça lors d'une émission de radio, pourquoi pas, hein. C'est intéressant d'ailleurs parce que ces quelques mots entendus, s'ils résonnent en nous, c'est parce que nous sommes sans doute prêts à les entendre. C'est de ça dont on va parler durant ces 2 heures. Donc si vous avez envie de nous raconter ce qui vous a fait changer, vous nous appelez au 0826 300 300. Merci de ce thème, Hélène Vecchiali. Je trouve que c'est un joli thème et je trouve qu'il est bien en écho avec votre livre Bienvenue en thérapie où vous racontez justement différentes histoires de patients avec toujours en écho un film qui raconte bien ce que ce patient a traversé. Est-ce qu'on a besoin justement d'un signe pour faire bouger quelque chose en nous ? Oui, je crois que, en tout cas, dans Bienvenue en thérapie, je raconte ces 17 moments de bascule. Et effectivement, dans la vie, parfois, à condition qu'on soit à l'écoute de nous-mêmes, on a ces moments d'épiphanie. C'est un mot que j'aime beaucoup. Je le sors de sa connotation religieuse pour prendre... On est bientôt là, en Pâques, hein. Oui, on peut garder cette connotation religieuse. Effectivement, mais j'aime bien ce mot parce qu'il signifie un éclair de perspicacité, la manifestation d'une vérité en soi ou bien une lumière qui s'allume dans notre esprit. C'est ce sens-là du mot épiphanie que je retiens et que j'aime bien. Et comme vous le disiez, c'est ces moments où il y a un film, une phrase, une réflexion d'une amie, un événement qui nous arrive et qui fait que soudain, on a une espèce de révélation qui change tout ou au moins un petit moment dans sa vie. Comme s'il y avait un avant et un après. Oui, exactement. Et parfois, c'est quand même un événement très violent, ou même une épreuve. Oui, ça peut être ça. Mais par exemple, en thérapie, ça peut être simplement une question du psy, tout d'un coup, qui nous fait un arrêt sur image et ce moment de bascule. Et j'ai noté 5 sortes d'épiphanies, en tout cas les plus... C'est bien, vous avez travaillé l'émission. Ah oui, je travaille toujours, Hélène. Brigitte. Je sais bien. Une épiphanie intérieure, c'est souvent en thérapie, où là tout d'un coup il y a une prise de conscience sur un événement dont on vient de parler. Il y a aussi une épiphanie miroir, c'est souvent quand on lit un livre, c'est-à-dire qu'on est tranquille et que là... on a en miroir un personnage qui fait miroir, qui nous ressemble et à qui il arrive quelque chose et cela nous bouleverse et nous fait réfléchir autrement à soi. Une épiphanie émotionnelle, c'est souvent en voyant un film, c'est-à-dire que là on est embarqué dans l'histoire et tout d'un coup on est envahi d'une émotion qui va nous questionner. Ça peut être aussi une épiphanie existentielle. Là, on est dans la nature, on est avec des animaux, ou on est au bord d'un lac, il y a une espèce de méditation profonde sur la beauté du monde. Et là, tout d'un coup, on est en lien direct avec son moi profond et il se passe un événement. Et enfin, une épiphanie relationnelle, c'est-à-dire qu'on est en train de discuter avec quelqu'un et on est avec un ami, une amie, et puis au cours de la discussion, il y a une réflexion ou une remarque où on s'entend dire quelque chose qui nous arrête et nous amène à réfléchir sur nous. Donc ça peut être l'une ou l'autre, ou parfois plusieurs, bien sûr. Oui, et puis au cours d'une vie, ça peut être effectivement toutes même. Mais c'est des moments qui sont précieux et qui sont des espèces de thérapie rapide, mais parce que le terrain était prêt. Oui, c'est ce que je disais en préparant le début de l'émission. En effet, quand on n'est pas prêt à l'entendre, de toute façon, ça ne passera pas. Oui, exactement.
comme on dit souvent, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Hein. Oui, tout à fait. C'est comme celui ou celle qui va pendant longtemps rester avec quelqu'un, un partenaire ou une partenaire infidèle, mais qui ne verra rien jusqu'au moment où peut-être, justement en regardant un film sur l'infidélité, tout d'un coup, ça va lui faire choc. Hein. Oui. Mais est-ce que tout le monde est apte à vivre ces moments d'épiphanie ? Alors moi, je veux être optimiste et penser que, bien sûr, comme on vient de le dire, lorsque le terrain a été labouré, qu'on a enlevé les mauvaises herbes et qu'on est prêt à être semé, bien sûr, là, on va entendre et on va réagir. Mais peut-être aussi qu'il y a des gens qui sont pas du tout conscients de leur intériorité, qui sont pas du tout conscients qu'ils ont une vie à l'intérieur d'eux-mêmes qui quelquefois leur échappe et qui peuvent tout d'un coup, à cause ou grâce à un accident de la vie ou un événement, il faut peut-être un choc plus fort, plus violent. Voilà. Non. Et qui tout d'un coup, on a toutes et toutes entendu parler de gens qui avaient eu un accident de moto, un accident de ski, de voiture ou un deuil, une maladie aussi. Une maladie, voilà, exactement, et qui subitement réalisent que la vie qu'ils ont menée jusque-là ne leur correspond pas et ne suit pas leurs valeurs et qu'il faut en changer et qu'il faut vraiment réfléchir autrement. Et d'ailleurs, ce que j'ai envie de dire, c'est important à ce moment-là de changer de cap, parce que si on continue dans la mauvaise direction, alors qu'on sait absolument maintenant qu'on est dans la mauvaise direction, le deuxième événement risque d'être presque fatal. Hein. Oui. C'est le principe psychanalytique des répétitions, hein, c'est-à-dire qu'on va répéter les erreurs jusqu'au jour où il va se passer quelque chose qui va nous faire arrêter ces répétitions et ouvrir des chemins nouveaux. Comme si finalement les rencontres qu'on fait, les vies qu'on a, elles sont là pour nous permettre d'être nous-mêmes. Hein. Oui, à qui veut bien, hein, parce qu'il y a des gens qui vont répéter toute leur vie et puis qui passeront à côté et puis souvent... Et pourquoi pas, après tout, chacun fait ce qu'il peut. Hein. Chacun fait comme il peut, exactement. Donc on va parler de tout ça et si vous avez envie de découvrir des histoires de personnes qui ont tout d'un coup été révélées à elles-mêmes, c'est ce livre Bienvenue en thérapie aux éditions Larousse que Hélène Vecchiali a écrit, qui est un peu notre fil Albin rouge. Michel. Pardon. Non, pardon, Larousse, oui. Excusez-moi, c'est moi qui m'embrouille dans mes livres. Merci. Non, mais Bénédicte fait bien son travail. Donc, oui, c'est moi qui ne fais pas bien le mien. Je lui fais confiance, donc c'est bien aux éditions Larousse. Oui. Hélène Vecchiali donc est avec nous et puis on vous invite à nous raconter justement ces événements qui vous ont bouleversé et vous pouvez prendre la parole sur Sud Radio au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Hélène Vecchiali est avec nous, psychanalyste, et elle va vous écouter dans vos événements qui vous ont marqué. Et on commence avec vous, Samia. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Hélène, bonjour Brigitte. Bonjour Samia. Bonjour donc. Moi donc c'est vrai que pareil on parle de thérapie et j'ai eu un livre qui m'a bouleversée, qui a fait que j'ai complètement changé. Ça a été les prières merveilleuses de l'abbé Joliot. Moi qui n'étais pas du tout croyante ou je peux pas dire athée, mais donc toutes ces prières qui sont très jolies et qui ont fait que j'ai pu lâcher Alors ce prise livre, expliquez-nous, c'est quelqu'un qui vous l'offre, je suppose, parce que on n'achète pas si on... Non, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert et ça a été une grande surprise pour moi. C'était ma sœur qui me l'a offert et qui m'a dit tiens, prends ça, il faut que tu lâches prise sur plein de choses, tu es trop... elle savait ce qu'elle faisait, donc votre sœur. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et c'est vrai qu'en ayant eu le temps de prendre le temps de le lire, mais vraiment, ça m'a permis de lâcher prise sur beaucoup de choses, de la vie, quoi. Donc de se dire, tiens, je n'ai plus besoin de ce matériel ou de cette grande maison, ou je prends plus petit. Et ça m'a permis aussi de lâcher prise sur un divorce qui aurait pu être très difficile. Et ça s'est bien passé. En fait, donc du moment où j'ai accepté cette séparation,
c'est grâce un peu vraiment à ce livre-là que j'ai pu avancer dans ma vie et je suis très fière de moi aujourd'hui, quoi. Est-ce que vous pourriez partager avec nous l'une de ces prières ou certains mots, enfin qui nous donner un exemple concret peut-être si c'est possible? Une prière générale. Pas mot à mot, hein, mais ce que vous avez retenu. Donc, il y avait. Je me souviens donc ça parlait de l'amour, par exemple, que voilà, donc mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur. Ça peut être des choses comme ça où c'était vraiment des prières générales. Après, donc qu'est-ce que je vais me souvenir? Donc, non mais on vous demande pas de réciter ce que vous aviez lu, mais ce que ça a provoqué en vous, qu'est-ce que ça, bon, on a compris que ça vous avait aidé à lâcher prise, mais qu'est-ce qui vous a permis, plus précisément, quels seraient vos mots à vous? Avec mes mots à moi, c'est je sais pas comment vous dire ça. Dites ce qui vous passe par l'essentiel, en fait, vraiment d'aller à l'essentiel, oui. De rester à l'essentiel, garder voilà, qu'est-ce que j'ai envie, comment je me vois dans un an, par exemple. Vous voyez, donc ça m'a remis en question sur ça, de me dire tiens, Samia, dans un an, tu te vois comment? Est-ce que tu te vois vivre ici? Est-ce que tu vas faire ça comme ça? Et c'est vrai que ça m'a aidé beaucoup, moi qui ai toujours été là pour les autres, à aider les autres pendant 50 ans. Donc ça m'a permis aussi de penser un peu à moi. Donc quand je dis penser à moi, ça a été vraiment de se dire mais moi qu'est-ce que j'ai envie, moi qu'est-ce que j'aime et moi qu'est-ce que je veux. Et c'est ce que je retiens de ce que j'ai lu, quoi. Voilà, de penser un peu à soi et de plus penser aux autres, le bonheur des autres. Aujourd'hui, c'est mon bonheur à moi. Est-ce qu'on pourrait dire que vous vous accrochiez un petit peu aux apparences et à tout ce que vous aviez acquis, et que tout d'un coup vous vous rendez, c'est ça, et tout d'un coup vous vous rendez compte qu'au fond tout ça, ça vous protège de vous-même et ça vous empêche d'être vous-même? C'est ça, exactement, parce qu'en fait, c'était pas, je veux dire, je ne pensais pas à moi à ce moment-là, c'est-à-dire c'est l'apparence, mais c'était pas moi. Moi, qu'est-ce que j'aime, moi, qu'est-ce que je veux. Voilà. Oui, c'est passionnant ce que vous racontez, parce que à la fois, quand vous parlez de ces prières, vous parlez de l'amour, hein, puisque vous dites mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur, et en même temps, ça vous a permis de vous aimer plus vous-même, quoi. C'est ça. Je veux pas dire que j'en suis devenue égoïste, mais par exemple, vous voyez, donc on pense toujours à ses enfants, on se dit oh là là, les pauvres, on peut pas les laisser. Alors, ils sont grands, hein, donc on se dit là, donc au lieu de penser tout le temps aux enfants, que le qu'on dira-t-on, faire plaisir à sa maman, faire plaisir à son papa, faire plaisir à son frère, à sa sœur, non, j'ai envie de me faire plaisir à moi. Moi, qu'est-ce que je veux aujourd'hui, Samia? Et c'est vrai que ça m'a aidé à ça, à vraiment ce que moi j'ai envie. Moi, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Ne pas vous oublier sans pour autant être égoïste, hein, vous avez raison, mais tenir compte de vous et puis des autres aussi, mais de vous en priorité. C'était voilà, et chose que je n'arrivais pas à faire avant, de penser à moi. En fait, vous ne pensiez pas à vous, si, d'une certaine manière. Vous vous occupiez des autres pour qu'on pense à vous. C'est ça. Et en fait, c'est l'inverse. Il faut d'abord penser. C'est la phrase aime-toi toi-même. Et on la comprend souvent très mal parce qu'on croit qu'il faut aimer les autres avant soi-même. Non, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et c'est parce qu'on s'aime soi-même qu'ensuite on est bien avec les autres. Et c'est ce que vous avez certainement découvert dans un texte qui est certainement très, très religieux, mais qui en même temps est plus puissant que simplement ce qu'on pourrait croire. Oui. Et votre sœur, visiblement, vous connaît bien, puisqu'elle a su vous offrir le livre qui a permis ce changement. Complètement. Elle avait remarqué que je pensais pas à moi. Elle me disait toujours, oui, pense à toi. Et toi, qu'est-ce que tu t'aimerais, quoi? Oui. Et je dis, mais moi, qu'est-ce que j'aimerais? Je sais pas. Enfin, c'est vrai que j'étais là, je sais pas ce que j'aimerais. Mais les enfants, on pense pas à soi réellement, quoi. Et là, j'ai pris conscience que, aujourd'hui, je pense à moi. Et grâce à ça, ce livre, donc, est toujours près de moi quand j'en ai besoin. Et dès que j'ai des moments un petit peu où je suis pas bien, je prends une page et je lis et je me dis, tiens, là, ça va te faire du bien, ça va te faire oublier ce petit tracas ou autre, quoi. Et voilà. Comment vous expliquez que votre sœur était plus capable de penser à elle que vous?
Alors, elle est plus jeune déjà, et puis elle n'a pas d'enfant. Donc après, c'est... voilà, nous avons la réponse. Donc, mais après, je me dis, mais c'est pas parce qu'elle... je pense qu'elle pense surtout à elle, mais après elle pense aussi à ses frères et sœurs, ou à sa nièce, ou à son neveu, etc. Mais elle est complètement... pour elle, il faut avancer dans la vie. C'est vraiment, elle est très positive sur ça. Et puis elle m'a donné cette chose qui fait que aujourd'hui je suis un peu plus positive. Et je crois à demain, quoi. Et à chaque fois que je me remémore quelque chose, vous voyez, donc je dis tiens, qu'est-ce que tu as envie de faire dans 2 mois ou dans 1 an, ou tiens, comment tu te vois, etc. Et c'est vrai que ça m'aide énormément, parce que je me dis je pense à demain, mais dans un court terme, pas dans un long terme, dans 10 ans ou dans 20 ans, je sais pas. Et voilà. Vous avez raison, c'est une belle leçon de vie, ça. Oui. Parce que dans 10 ans, il y a tellement de choses qui peuvent se passer que ce que vous pourriez penser être dans 10 ans, c'est de toute façon très c'est de l'inconnu, quoi. Oui, et puis c'est vrai que c'est une belle façon de réfléchir en se projetant, parce que ça oblige à prendre du recul, tout en visant plus loin et en traçant son chemin, quoi. C'est une bonne façon de faire. Oui, il faut tracer son chemin et se dire, tiens, je vais se projeter sur 1 an, mais pas plus, quoi. Donc j'essaye de me projeter sur 1 an, mais de ne pas me dire dans 2 ans, dans 2 ans, j'en sais rien, peut-être que j'aurai déménagé, dans 2 ans, j'aurai tout vendu, dans 2 ans, je vais trouver le prince charmant. Ça, c'est peut-être... Donc voilà, ça, on ne sait pas. S'il existait, moi, je l'aurais rencontré, Samia. Non, mais après, j'ai fait une très belle rencontre. Oui, quand on est dans le lâcher-prise... J'ai pas dit qu'on ne fait pas des belles rencontres. Je vous parlais du prince charmant. Il faut peut-être lui... on va peut-être le laisser là-haut, le prince charmant. Tout à fait, tout à fait. Merci, voilà. En tout cas. Je ne connaissais pas ces prières de l'abbé Julio, mais ça donne envie de les lire, en tout cas. Merci, Samia. Merci de ce message. Et on fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. Est-ce qu'on est monogame ou polygame? Vaste sujet, à tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Hélène Vecchiali, le Love Conseil s'appelle monogame et polygame, je m'explique. Tout être humain a besoin d'affection et donc entretient des relations affectives. Jusqu'à présent, on est tous d'accord. Sur le plan affectif émotionnel, on est généralement assez monogame. On a un ou une partenaire. Et sur le plan sexuel, il semblerait qu'on aurait plutôt tendance à être polygame. Alors, c'est pas pour autant qu'on est infidèle. Attendez la fin du Love Conseil pour réagir. Mais cette dualité est importante à comprendre parce que souvent, donc, il y a une dichotomie entre nos 2 pôles. Et on a parfois du mal à se situer. Est-ce qu'on est plutôt très affectif ou très sexuel? Par exemple, les personnes très jalouses sont souvent des personnes qui émotionnellement sont très fidèles, mais avec des fantasmes d'infidélité dont elles ne sont pas conscientes. Et donc, elles projettent leurs désirs sur leur partenaire et donc deviennent particulièrement jalouses, voire jalouses maladives. Et on n'est pas très égaux non plus devant la tentation charnelle, mais en revanche, on peut être lucide sur ses pulsions, sur ses désirs. Et je crois que c'est vraiment important de comprendre ça et d'arriver à mieux conjuguer son besoin d'affection et puis nos besoins ou nos pulsions sexuelles. Ce besoin de se sentir attaché à quelqu'un et puis ce besoin de peut-être d'avoir des expériences sexuelles excitantes, etc. Et encore une fois, moi je ne juge personne, mais je crois que c'est important de savoir qui on est et qu'est-ce qu'on fait de ces envies, parce qu'au fond, les envies, on n'a pas à les juger. On peut éventuellement juger le passage à l'acte. Oui. Effectivement, c'est une dichotomie qu'on peut rencontrer chez chacune et chacun. Et l'important, c'est d'être clair avec soi et de savoir qui on est et ce qu'on fait, oui, bien sûr. Oui. Parce qu'en fait, encore aujourd'hui dans notre société, alors ça bougera peut-être, mais l'infidélité est encore la première cause de rupture. Donc si on est vraiment très attaché à quelqu'un et qu'on ne veut pas le perdre, peut-être qu'il faut faire l'impasse sur ses envies sexuelles. Et si on ne fait pas l'impasse, on prend le risque de perdre l'autre. Mais il faut être clair avec soi-même. Et tout pas, à fait. C'est ce à quoi aide d'ailleurs la thérapie, en général. Oui, tout à fait. Eh bien, c'est Dominique qui nous rejoint. Bonjour Dominique. Oui, bonjour, c'est Philippe en fait. Oh, pardon Philippe, excusez-moi. Pas de souci.
Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. En plus, Bonjour, j'adore ce prénom, hein, moi. En plus. Bah oui, c'est l'amoureux des chevaux, les Philippe. C'est bien. Eh bien, heureux de vous avoir en ligne, c'est superbe. Eh bien, quel a été votre livre, votre film? Qu'est-ce qui a fait tilt pour vous? Oui. Alors en fait, ce qui a fait tilt, c'est le Da Vinci Code de Dan Brown. Ouais. Et ensuite, j'ai lu le bouquin parce que bon, il y a plus de 400 pages et on rentre vraiment dans le détail par rapport au film. D'ailleurs, je trouve le livre plus intéressant que le film, moi. Ah mais largement, bien sûr. D'accord, hein, ouais. Les détails sont tellement plus nombreux. Un film, même s'il est, je crois, de 2h30, 3h, enfin, il est très long, mais on ne rentre pas dans le détail. Un film raconte, il y a les mots, il y a beaucoup de choses, il y a le point et la virgule. Enfin, c'est tellement au même titre que je préfère avoir un livre que d'avoir des liseuses, parce que j'aime bien le palper, l'avoir dans les mains et pour moi le garder, c'est important. Et en fait, ce livre m'a un peu secoué, ce bouquin, enfin le film. Oui, qu'importe. Voilà, dans le sens où, pour cadrer un petit peu le tout, je veux dire, je suis catho non pratiquant et non croyant. Et ce livre m'a un peu renversé dans le sens où, du fait, je me rapproche plus aujourd'hui de la religion, mais sans y croire, parce que je crois, mais en moi, c'est ce qui est encore un autre sujet. Et dans un monde comme aujourd'hui, où il y a quand même pas mal d'effets de wokisme et d'autres, etc., pour effacer un peu notre histoire et notre religion, notre vécu... notre culture, surtout, oui. Notre culture, bien sûr. J'ai l'impression de plus en plus d'être un peu un protecteur, défenseur, quelque part, de la religion, et pourtant, je ne suis pas croyant, je ne suis pas pratiquant. Je trouve qu'on vit une époque, bien entendu, où on veut effacer beaucoup de choses, et ce livre est très révélateur, parce qu'il y a aussi le secret de l'Église, du Vatican. À côté de ça, je suis un fanat du Moyen-Âge, des Templiers, des Cathares, et d'ailleurs, c'est assez curieux, parce que depuis 3 ans, j'habite le pays des Cathares, alors que j'étais d'une autre région, mais que je suis venu un peu pour autre chose, et je me régale de visites de châteaux, de ruines, etc. Ah ouais, c'est passionnant, les Cathares, hein, c'est une histoire... c'est très, très, très passionnant. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire qu'au fond, Philippe, vous avez besoin de trouver des racines? Je pense, de toute façon, que j'ai besoin de trouver des racines, parce que alors sur un autre sujet, j'ai fait ma généalogie pendant 15 ans, je suis remonté jusqu'au 1661, donc j'ai besoin de racines. En même temps, en parallèle, moi quand je visite ces lieux de ruines, de châteaux, de prisons, de geôles, de temples, j'ai l'impression de revivre des choses, j'ai l'impression d'avoir eu quelque chose de vécu dans une autre vie. Et tout cela me rappelle beaucoup d'événements. C'est un voyage vers le passé, j'ai envie de dire, pour ma part. C'est assez flagrant. Il y a des choses qui s'installent dans ma vie aujourd'hui. Bientôt à la retraite, donc j'ai du temps. Je peux bouger, je peux voyager. J'ai toujours les chaussures de rando dans le coffre de la voiture avec les bâtons. Et dès que je vois un rocher, une ruine, vas-y, il faut que je grimpe, quoi. J'arrête la voiture et je grimpe. Je me sens attiré. Excusez-moi, Philippe. C'est Hélène Vecchiali. Je me permets de vous interrompre parce que moi, j'ai pas bien compris le déclic que ça avait provoqué chez vous, ce film. Alors, le déclic que ça a provoqué, comme je disais un petit peu, c'est que au travers du film, on a l'impression que l'Église, le Vatican, nous cache beaucoup de choses. On parle du Graal, on parle du trésor des Templiers. Voilà, j'ai l'impression de venir chercher quelque chose qu'on nous cache. Voilà, ça peut paraître un peu saugrenu, mais c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que ça vous a interpellé en vous amenant à devenir détective, quoi. Quelque part. En tout cas, ça vous a donné une quête. Oui, une quête et un sens à votre vie. Il y a un double sens, il y a cette quête effectivement, et puis comme je le disais précédemment, le fait que la religion soit attaquée aujourd'hui, ce que nous sommes de notre culture et de notre histoire, et tout en n'étant pas croyant. J'ai l'impression que ça renforce un peu quelque part ma religion, parce que ma religion c'est ma croyance, tout ce qui se passe aujourd'hui avec les événements d'aujourd'hui. Voilà, c'est un peu une double casquette, et puis j'ai toujours l'impression quand je suis dans ces lieux d'avoir vécu quelque chose au Moyen-Âge. Voilà, c'est
quelque chose qui revient en permanence. Et il y a aussi, vous le disiez, une espèce de quête, parce que je suis dans une région nouvelle où je connais peu de monde, en fait, où j'ai l'impression de vivre un peu en ours et seul. J'ai l'impression de faire une espèce de retraite, quelque part. Moi, ce que j'entends, c'est que, comme si, alors je vais le dire avec mes mots, hein, et je vais simplifier certainement par rapport à ce que vous avez traversé, mais comme si tout ce qui se passe actuellement, qui remet en question évidemment la culture judéo-chrétienne, c'est l'extérieur, c'est un extérieur qui vous fait peur, qui vous agresse, et donc vous avez besoin, dans votre monde intérieur, d'aller profondément dans les racines de cette culture judéo-chrétienne, ces ruines qui ont existé et qui sont encore là avec tous ces siècles qui sont passés, et qui vous donnent une force intérieure qui vous permet de résister à ces agressions extérieures que vous ressentez. Est-ce que je m'exprime correctement? Oui, tout à fait. C'est en même temps un vrai besoin de la défendre. Au même titre, je vais prendre un exemple, quand on discute entre amis. Si certains me disent, et ça arrive souvent malheureusement, moi je crois en rien, la religion a toujours tué. Et moi je dis toujours, mais la religion n'a pas tué, c'est l'homme qui tient le poignard pour tuer, c'est l'homme qui tient le pistolet, le fusil pour tuer. La religion n'est qu'un prétexte, la religion n'a tué personne quelque part. C'est l'homme, c'est la main de l'homme qui tue. Il y a un besoin comme ça aujourd'hui de défense, et pourtant, je le redis, je suis pas croyant en fait. Mais j'ai pas envie qu'on efface tout ce passé quelque part. Moi, j'ai besoin, quand je vais dans une église, un château, de mettre la main sur les pierres et de sentir une énergie. Voilà, pour moi, c'est une ressource. C'est se recharger, hein, comme une batterie de voiture aujourd'hui. J'entends bien. Je comprends bien ce que vous ressentez, et je crois avoir saisi ce qui s'est passé pour vous. Oui. Et ce drôle de hasard que d'atterrir aujourd'hui sur le pays de l'Aude et de la Catalogne, enfin ce pays des Cathares, sans l'avoir voulu. Alors c'est pour X raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Alors je précise pour ceux qui ne connaissent pas, les Cathares, c'était quand même une croyance très hermétique même, hein, et qui ont été jusqu'à se faire massacrer plutôt que de renoncer à leur croyance. Hein. Donc il y a quelque chose de particulièrement... Moi je me suis intéressée justement aux Cathares parce que c'est fascinant. Hein, et c'est une région qui est très très forte sur le plan tellurique. Hein. Oui. Bien sûr, c'est des gens qui se sont effectivement jetés de château, jetés dans le vide, dans le feu, pour ne pas de toute façon se résigner. Il y a quelque chose d'immensément fort. C'est inexplicable. C'est vraiment important. Et au même titre, de toute façon, avec le rapport des Templiers, c'est aussi une période qui me passionne énormément. Oui, mais on n'est pas dans une émission politique, hein, mais je ferai quand même le parallèle avec ce qu'on voit chez certains terroristes qui sont... Bien sûr. Et on voit bien qu'au fond, et c'est tout ce que je n'aime pas dans la religion, c'est que il faut prôner l'amour au sens profond et pas la haine de l'autre, parce que la haine de l'autre entraîne en effet ce fanatisme qui fait qu'on va aller jusqu'à se sacrifier ou tuer l'autre, ce qui est complètement ridicule. Bien sûr. Bien sûr, non, moi je parle de celui qui vit sa religion et puis qui enquiquine personne, quoi. Voilà, tout simplement. Bien sûr, non, mais bien sûr. On est bien d'accord. Mais ça revient toujours à la même chose. C'est si on a l'amour en soi, on n'a pas besoin d'exterminer l'autre, ou on n'a pas peur de l'autre. L'amour en soi et l'amour de soi, oui. Tout cela passe par, pour moi, hein, qui ai eu des enfants, tout cela passe par l'éducation. Quand on donne l'amour à ses enfants, ils ne connaissent pas la haine, ils n'ont pas envie de la haine. Bien sûr. Et aujourd'hui, on est dans une société où il n'y a plus d'éducation, c'est encore un autre débat. Et les gamins traînent dans des rues, etc. Mais s'il y avait l'amour si les parents donnaient l'amour qu'il faut et l'attention aux gamins, mais on ne saurait pas, ils ne découvriraient pas la haine. C'est pas possible. Oui, voilà, ça c'est tout à fait juste. Mais si également on donnait un peu plus comment dirais-je, de culture, de repères, d'exemplarité, on aurait aussi une société qui fonctionne un peu mieux. On est d'accord. Et voyez, vous parlez du livre. Ce qui est très inquiétant, c'est que les gens lisent de moins en moins. Et on a même retiré le pass culturel pour les ados de 16 ans. Je trouve ça triste parce qu'ils avaient de quoi s'acheter quelques livres. C'est grave. C'était mieux.
C'est d'autant plus grave que je le disais alors un petit peu au début, moi je suis anti-liseuse, enfin tout ce qu'on appelle ces trucs à lire sur Internet, parce que pour moi un livre, j'ai besoin de me l'approprier, j'ai besoin de tourner les pages, j'ai besoin de mettre mon marque-page, j'ai besoin de surligner. Oui, il y a un rapport sensoriel au livre, oui. Ah mais complètement, et de l'avoir chez moi dans ma bibliothèque, au même titre que un ami voulait me prêter un livre, j'ai dit non, je vais l'acheter, je ne peux pas prendre ton livre, pour moi, c'est pas possible. Voilà. J'ai besoin de me l'approprier. Il est ensuite dans ma bibliothèque, il est passé entre mes mains. Et je vais vous dire, moi, Philippe, je ne prête pas mes livres parce qu'on nous les rend pas. En plus. En plus. Un autre sujet, oui. Non, mais vous êtes d'accord, Hélène? Ah oui, Becali. tout à fait. Quand oui. on prête un livre, les 3/4 du temps, c'est fini, on le voit plus. Et donc, il faut faire le attention. réclamer, le réclamer parce que finalement, il n'a encore pas commencé. Bon, bah écoute, il paraît qu'il faut mettre son nom dessus quand on prête un livre pour que la personne sache au moins à qui il appartenait. Bon, en tout cas, merci de ce témoignage. Merci Philippe. Merci à vous. Bah, je vous en prie. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant, toujours avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on continue à découvrir ce qui vous a fait bouger, changer, grâce à Hélène Becali qui nous propose ce sujet qui est un petit peu en lien avec son livre Bienvenue en thérapie qui est aux éditions Larousse. Et Katerina est avec nous. Bonjour Katerina. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Katerina. Alors, qu'est-ce qui vous a bouleversé? Qu'est-ce qui vous a parlé justement, vous? Alors moi, c'est vraiment dans l'enfance, quand j'avais dans l'école primaire, quand à l'école, je suis tombée sur ma bohème de Arthur Rimbaud. Oui. C'est un poème, hein, c'est ça? C'est un poème d'Arthur Rimbaud qui est dans les cahiers de Douai et où il parle de la fugue. Il parle quand il marche à la belle étoile, tout seul, inspiré par la grande ours, les étoiles au ciel. Et ça commence par « Je m'en allais les poings dans mes poches crevées, mon paletot devenait idéal ». Voilà, j'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour sans que j'ai rêvé. Et donc moi, ce poème m'a complètement changé ma vie. Vous aviez quel âge? J'étais à l'école primaire. Je me souviens pas de l'âge exact, mais j'étais vraiment... Je ne sais pas quel âge on fait Arthur Rimbaud, mais... 7-8 ans, quoi, j'imagine. Enfin... Oui, primaire, ça va jusqu'à 10, quoi. Entre 7 et 10. Donc pour moi, c'était la primaire. Et moi, j'étais le bouc émissaire de ma famille. J'étais une enfant martyre. Et quand j'ai lu ce poème, c'est comme si... Vous pouviez vous évader. Voilà, c'est ça. Et j'ai été habitée par cette fuite jusqu'à ce que je prenne la fuite à 18 ans. Bon, j'avais fait une fugue avant, à 15 ans. Et puis, chez moi aussi, quand j'étais plus jeune, je joue. Avant de fuir, parce que je m'étais identifiée à Arthur Rimbaud, en fait. Et donc, je jouais à fuir. C'est-à-dire, une fois, une nuit, j'ai préparé ma valise, je me suis habillée, je suis allée jusqu'à la porte d'entrée, et puis j'ai commencé à tourner la clé dans la porte, mais ça faisait trop de bruit, la chambre de mes parents était juste en face, donc je suis retournée me coucher. Et en même temps, c'était comme une préparation, vous voyez, je pense que c'était je jouais ce que je devais faire. Alors je l'ai fait beaucoup plus tard. C'est-à-dire que ce poème, au fond, vous a donné la possibilité de croire qu'on peut fuir, quoi, qu'on peut s'évader. Oui. Ah oui, parce que c'était devenu, ça m'habitait, c'était dans ma tête tout le temps. Et puis moi-même, je me suis mis à écrire de la poésie aussi. Et avant de savoir que j'écrivais de la poésie, j'écrivais des lettres de vacances à mes amis. Vous savez, je suis à la plage, je vais bien, je m'amuse bien, je ne sais pas quoi. Mais moi, j'écrivais pas ça. J'écrivais un truc, moi-même, je ne comprenais pas ce que j'écrivais, pourquoi j'écrivais ça. J'écrivais de la poésie, en fait. Mais je savais même pas... Je partais comme ça. Au lieu de... Je suis en vacances et je commençais à partir dans l'imaginaire complet. Voilà. Mais vous savez, Katerina, les enfants qui subissent de la
grande maltraitance, et on entend bien que c'était votre cas, il y a une capacité de dédoublement qui est très salvatrice. Hein, et bon, là, c'est visiblement ce poème qui vous a permis ce dédoublement, mais c'est en effet certainement en partie ça qui vous a sauvé. La capacité de créer chez les enfants maltraités, et qui peuvent, hein, parce qu'il y en a qui peuvent pas, mais vous avez eu cette capacité-là, eh bien, c'est une espèce de bulle de résilience que vous avez en vous-même, et que vous avez pu vous réfugier dans cette bulle pour créer, pour sublimer, pour vous évader, et ça vous a permis de tenir. Exactement, c'est exactement ça, oui. Oui. Et j'ai écrit même un livre là-dessus. Ah oui, parce que ma fuite, c'était très poétique aussi. Quand j'ai fini vraiment par fuir... Ah non, la première fuite était comme c'est très rimbaldien, je pense. Et je suis partie de chez moi. Mes parents avaient des économies dans leur buffet. J'ai volé toutes les économies de mes parents. Et j'ai pris à la gare. Et j'ai pris le premier train. Je ne savais même pas où il allait. Et je me suis dit que j'allais aller jusqu'au bout et voir où j'arrivais. C'est extraordinaire. Et où est-ce que vous êtes arrivé à ce moment-là? Vous avez quel âge quand vous faites ça? 15 ans, c'est ça? 15 ans? 15 ans, 14 ans, tout comme ça. Ouais, c'est extraordinaire, cette force de résilience qu'il y avait en vous, parce qu'il faut oser. Oui, puis c'était le truc, je vais voir où j'arrive. Et vous êtes arrivé où? C'était horrible, je suis arrivée dans une zone industrielle où il n'y avait rien, où c'était très Ah oui, pas de chance. Donc j'ai repris le train, je suis repartie dans l'autre sens, mais j'ai pris n'importe quel train, je ne savais pas où allait le train, voilà. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes revenu chez vos parents ou on vous a retrouvé? Je suis quand même d'abord allée à Paris, je suis allée au cinéma. J'ai vu un film avec Fanny Ardant et... Comment il s'appelle? Gérard Depardieu. Bon, il n'est pas à la mode en ce moment. La femme d'à côté, c'est ça? La femme d'à côté. Et je me souviens d'une chose que dit Fanny Ardant, justement, dans ce film, qui est très forte. C'est un peu comme un poème. Elle dit qu'elle aime les chansons, qu'elle écoute à la radio, les chansons, parce que les chansons disent toujours la vérité. Les chansons disent je t'aime, tu me manques. Elle est en pleine dépression. Et ça, je trouve que c'est aussi ça... Ça rentre dans le thème de l'émission, voilà. Oui, effectivement, une chanson qui vous parle. Ouais, enfin, qui parlait à Fanny Ardant dans le film. Tu me manques, je t'aime. Elle dit que les chansons disent la vérité. Comme les poèmes disent la vérité. Et la deuxième fois, quand je suis partie pour de bon à 18 ans, là aussi, c'était très, très cinématographique ou très, très rimbaldien. J'ai enjambé la fenêtre du premier étage, j'ai sauté et je me suis mis à courir. Mais vous n'êtes pas cassé l'astragale, par exemple? Non, j'étais très souple, là. Je suis très souple, donc voilà. Le premier étage, quand même, vous auriez pu vous faire mal, hein? Oui. Ah oui, mais c'était une maison, donc c'était un demi, c'était pas... Ah oui, d'accord. Mais alors, entre 15 ans et 18 ans, donc vous retrouvez à nouveau chez vos parents? Oui, parce que je suis partie juste un jour ou deux. D'accord, mais enfin, vous avez dû vous faire gronder, voire même punir. Bien pire. J'étais accueillie par un policier qui m'a dit que mes parents étaient trop gentils avec moi. Il avait tout compris. Il avait tout compris. C'est sûr, quand on a des parents gentils, on fuit. Hein. Et il m'a dit que mes parents étaient trop gentils avec moi et c'est pour ça que je me comportais, je fais n'importe quoi. Et puis après, j'ai même pas répondu, je me suis même pas descendue. Et après, quand il est parti, mon père m'a cassé la gueule, une fois de plus. Et puis, et puis à 18 ans, vous êtes parti définitivement. Voilà, et puis voilà. Mais en tout cas, Arthur Rimbaud était à côté de moi tout le temps pendant ma petite enfance. C'était comme Et vous continuez à écrire des poèmes aujourd'hui? Oui, j'écris des poèmes. J'ai écrit un livre là-dessus où ça commence comme ça. J'ai écrit un livre sur la folie créative parce que comme c'était horrible la vie dans ma famille, je rêvais d'être folle. J'avais envie d'être folle pour m'échapper pour fuir la réalité aussi. Et donc j'ai écrit un livre sur la folie créative où c'est quelqu'un qui enjambe la fenêtre du premier étage et qui saute et qui s'enfuit. Et après il arrive, il fuit jusqu'à ce qu'il arrive dans une autre ville et là il commence à réinventer le monde
et à s'inventer des noms de poètes. Donc, ils s'appellent Arthur Rimbaud, Henri Michaux, Antonin Artaud, James Joyce. Voilà. Et voilà. Et donc, et moi, oui, j'écris de la poésie et je fais de la peinture Et on voit encore une fois comment beaucoup d'artistes ont vécu des choses pas très faciles et pas très belles dans l'enfance, et ça permet. Oui, l'art permet de se sauver, quoi. Oui. Oui, ouais. Eh ben merci de ce témoignage, en tout cas, Catherina. Merci à vous. Et encore une fois, oui, les enfances maltraitées, on sait à quel point ça peut provoquer. Et après, chacun fait comme il peut et trouve sa résilience. Mais en effet, on sait bien que là, j'entends toujours souvent que ça peut être la nature, ça peut être un animal, ça peut être un tuteur, mais oui. Et c'est vrai que l'art, là on vient de le voir, mais l'art est vraiment précieux pour s'évader, pour vraiment fuir la réalité dans l'imaginaire et dans la création. Et d'ailleurs, c'est souvent, vous parliez de films, vous parliez de chansons, enfin c'est de l'art, de toute façon, qui tout d'un coup va faire écho à une émotion qu'on a soi-même. Oui, complètement. Et c'est vrai que ce témoignage est très émouvant parce que on entend que Catherina s'est sortie a réussi à fuir sa maltraitance en s'inventant un monde à elle, qu'elle retrouvait à chaque fois qu'elle pouvait, et grâce à Rimbaud. C'est une jolie histoire, si ce n'était dans un contexte toxique, quoi. Voilà. Et encore une fois, vous avez dit une chose importante, quand un enfant fuit sa famille, c'est généralement parce qu'il y a de la maltraitance. C'est peut-être quand même une chose aujourd'hui qui est un peu plus prise en compte que ça ne l'était à l'époque où elle avait 15 ans. Oui, faut espérer. Faut espérer, oui. Oh, je crois. Oui, je crois que aujourd'hui, les gendarmes et les policiers ont de nombreuses formations et une connaissance plus approfondie de la psychologie de l'enfant. Oui, je pense qu'on avance quand même beaucoup sur ces sujets-là, et tant mieux. On va se retrouver après les infos. Une petite devinette. Quelle est la différence entre les hommes et les pruneaux, Hélène Vecchiali? Je vous laisse le temps des infos pour me trouver la réponse. Et puis, si vous avez envie, vous aussi, de nous raconter ce qui vous a fait bouger, vous pouvez nous appeler sur Sud Radio. Je vous rappelle notre numéro 0826 300 300. On se retrouve tout de suite après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Hélène Vecchiali est avec nous. Vous êtes autrice de nombreux livres, et notamment La tragédie des sauveurs aux éditions Marabout. Et c'est plutôt votre dernier livre, Bienvenue en thérapie, aux éditions Larousse, qui nous donne ce sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qui, dans notre existence, par moment, nous fait changer de cap, prendre une autre route, un autre chemin. Et on vous invite bien sûr à nous le raconter, quel que soit ce qui vous a fait bouger. Ça peut être, on l'a vu, un livre, ça peut être un film, un poème. Ouais. Et n'hésitez pas donc à venir nous raconter ça. Alors, la devinette du jour, quelle est la différence entre les hommes et les pruneaux? Je suis nulle en devinette, surtout les vôtres, Brigitte. Bon, alors... Il n'y a pas de différence, en fait, parce qu'on les suce le matin et ils font chier toute la journée. Bon. C'est pas un poème, je vous l'accorde. C'est pas très poétique, je vous l'accorde. On ne le dira pas à Rimbaud. Non, c'est pas du Rimbaud, je vous l'accorde. On retrouve Maria maintenant. Bonjour Maria. Oui, bonjour. Bonjour Maria. Merci de réagir. On vous écoute. Alors, vous, c'est un événement un peu tragique, je crois, qui vous a... fait changer. Oui, tout à fait. Ce qui m'a, j'ai pris conscience. On se dit souvent une expression, c'est quand tout va mal qu'on voit qui est là. J'étais très bien entourée, j'avais beaucoup de famille, beaucoup d'amis. Le jour où le père de ma fille, et en plus j'étais enceinte de la deuxième, est décédé, tout le monde m'a tourné le dos, mais ça a été un choc pour moi, en plus de faire le deuil de mon compagnon et du père de mes enfants. J'ai dû en plus apprendre à être seule, car j'ai ma famille qui m'ont tourné le dos, mes amis. C'est fou ce que vous racontez.
C'est un accident, donc j'imagine. Oui, c'est un accident de voiture. Alors apparemment, on dit que les gens sont gênés, ne savent pas quoi dire. Mais bon, ils préfèrent s'effacer de ma vie. Là, ça va faire 1 an et donc j'étais enceinte de ma deuxième petite fille. J'ai décidé de la garder. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. Et ma propre famille, du coup, comme ils se disaient que j'allais certainement avoir du mal dans la vie avec deux enfants en étant seule. Oui. Ils ont préféré ne plus m'accompagner parce qu'ils partaient du principe que ça allait être dur pour moi. Mais c'est horrible ce que vous racontez, Maria. Oui. D'abord, de quel droit, de quel droit on peut dire à une femme qui vient de perdre son mari, tu dois avorter. Enfin, déjà, je trouve ça d'une violence terrible. En tout cas, vous faites preuve d'un courage incroyable, hein, vraiment, parce que c'est ce que vous racontez est terrible et malheureusement très fréquent. Très fréquent. Oui, voilà, apparemment, la douleur aiguë de certaines personnes éloigne tout le monde parce que presque comme si c'était contagieux, quoi. Donc il faut fuir. C'est ce que parfois je dis, ils ont peur que le malheur soit contagieux, peut-être. Exactement. Ou ils ne savent pas comment réagir, ou ils se disent j'ai déjà moi des problèmes, donc je ne peux pas soutenir une autre personne dans ses problèmes, mais j'ai une tante qui, à Noël, m'a envoyé un petit message. Ma fille avait déjà 6 mois. Désolée de ne pas avoir pris de tes nouvelles, mais je ne savais pas comment t'aider dans cette situation. Je me suis dit, voyons. Je ne demande pas d'aide, moi. Je demande juste du soutien, que des personnes soient là auprès de moi, viennent nous voir avec les filles, m'invitent chez eux, du soutien, quelqu'un qui nous appelle, qui soit là pour nous voir. Mais j'ai pas demandé d'aide. Mais voilà. En plus, c'est facile d'aider. C'est facile d'aider. Enfin, tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais il y a une espèce de sidération face au traumatisme que vous subissez. Et les gens préfèrent fuir et se donner des bonnes excuses plutôt que d'avoir le minimum de compassion. Pour elle, exactement, c'est je ne savais pas comment t'aider, mais je ne lui demandais pas d'aide. En plus, c'est elle qui s'est dit je ne sais pas comment l'aider, donc je vais m'éloigner. C'est pour moi, je me suis même dit que ces gens-là étaient cruels. Oui. C'est pour moi, j'avais besoin d'être soutenue dans ce moment-là. Et plus personne, j'ai trouvé la jeune. Et vous aviez des amis ou... Oui, j'avais des amis très proches. Qui sont partis aussi. Ont tourné le dos de la même manière. Oui. J'habitais à l'étranger quand mon compagnon est décédé. On habitait à l'étranger, donc suite à son décès, je suis revenue en France. Donc j'avais pas d'hébergement sur le moment. Je devais tout recommencer. Il n'y a pas une personne qui m'a proposé de m'héberger. Ça a été très 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 compliqué, comme les gens ne savaient pas quand est-ce que j'allais obtenir un appartement. Peut-être que les gens avaient peur de devoir m'héberger je ne sais combien de temps, mais finalement j'ai rebondi, j'ai réussi à trouver un hébergement, mais pas vraiment. J'ai même dû au début faire le 115, après je me suis dit non, je vais pas aller dans un hôtel miteux avec ma fille et moi enceinte, mais des gens très proches. J'étais propriétaire d'un studio mais que je louais, donc je pouvais pas mettre la personne dehors. Des moyens j'en avais, mais c'est juste que sur le moment tout de suite, en arrivant de l'étranger, j'avais pas d'appartement comme ça tout de suite. Bien dans sûr. Les semaines, les mois qui arrivent, pas une personne a proposé de m'héberger. Ça a été très compliqué. C'est juste d'une cruauté rare. Et des gens qui sont lâches, qui sont sans compassion, sans empathie, et d'autant que vous aviez une petite fille et que vous étiez enceinte d'un autre enfant. Enfin, je veux dire, tout était réuni pour que tout votre entourage se précipite pour vous soutenir. Et ça a été le contraire. On m'a dit, mais il n'y a plus de père, tu dois recommencer à zéro, tu n'as pas de travail, là actuellement tu n'as pas de logement, il n'y a pas de père, comment tu vas faire avec tes 2 enfants? Et voilà, comme si comme si vous étiez coupable de ce qui vous arrivait, quoi. En tout cas, comme si vous deveniez un poids. De garder la deuxième petite fille, et ben du coup, c'est un peu pour ça, je crois aussi que tout le monde m'a tourné le dos. Pour eux, c'était trop. En plus, elle décide de garder la deuxième. Non, là, on peut rien faire pour elle. En gros, j'imagine
qu'ils ont pensé comme Oui, ça. enfin, ça montre, vous deveniez un poids pour eux. Il fallait surtout pas vous. Une pestiférée, quoi. Oui. Oui, c'est ça. Je crois qu'ils avaient peur de devoir m'héberger 6 mois, 9 mois, mais bon, j'allais rebondir. Il me fallait juste un Non, point. mais quand bien même, Maria, même si vous aviez été fragile et un poids, votre famille, ça paraît impensable parce que c'est quand même un endroit où on devrait se sentir protégé. Et ensuite, c'était pas des amis. Et puis voilà tout. Je crois qu'on. Bien sûr, j'ai des amis que je pensais proches et vraiment ma famille avec qui j'étais proche. Dites-vous quand même, à mon avis, une chose, c'est que vous avez rebondi et que maintenant, je vois pas trop. Rien à personne. Je vois pas trop ce qui peut vous mettre à terre. Hein. Exactement, et je sais vraiment que dans la vie, il faut vraiment compter sur personne. Et non, tout allait bien. J'habitais à l'étranger. Quand je revenais en France, alors je pense pas qu'il faille dire ça. Non, je crois qu'on peut compter sur certaines personnes, mais on ne le sait que quand une épreuve nous tombe dessus. Oui. J'ai une bonne amie qui a été là. Quand même. Ouais, quand même. Mais bon. Mais quand voilà. même. Mais non, mais je crois qu'on ne sait si ce sont des amis que quand les épreuves sont là. Hein, sinon. Le proverbe, on le dit beaucoup, mais c'est vraiment, je me rends compte, réel, parce que quand tout allait bien dans ma vie, mes amis voulaient me voir, ma famille m'hébergeait quand je venais en vacances, parce que j'étais en vacances. Tout allait très bien le jour où je reviens en France parce que ma vie s'est écroulée. Mais là, il n'y a plus personne. Donc, quand tout va bien dans ta vie, il y a plein de gens autour de toi pour aller au restaurant, pour faire des sorties, pour faire plein de choses. Mais quand tu as besoin de personnes juste pour te soutenir et t'accueillir dans leurs bras, il n'y a plus personne. Alors c'était vraiment mais encore une fois, vous allez certainement choisir vos amis différemment. Là, je crois que vous avez compris la leçon. Et la famille de votre défunt mari, elle vous a lâché aussi en fait. Oui, donc là c'est différent. Oui, c'était difficile pour eux Oui, il aurait fallu que vous restiez à l'étranger, ce qui n'était pas votre désir. Oui, en fait, de base, je revenais. Comme j'ai dit à mes proches que j'étais enceinte, le réflexe de tout le monde, mais il faut que tu vas avorter. On m'a pris des rendez-vous à ma place dans les hôpitaux parce que moi j'étais endeuillée sur les premières semaines. Je savais, quand plus j'apprends que je suis enceinte, j'étais complètement perdue. Donc on m'a pris pour moi des rendez-vous. Je suis revenue en France. Et puis, mais en plus, c'est une incapacité à comprendre parce que pour vous garder cet enfant, c'était garder le lien amoureux avec cet homme. Enfin, je veux dire, j'ai fait 2-3 rendez-vous à l'hôpital et puis au moment de prendre le cachet, on m'a dit là, la grossesse s'arrête. Ça m'a fait un choc. J'ai pas pu prendre le cachet, mais j'étais un zombie en fait. J'allais à l'hôpital, ce que je devais faire, mais je réalisais pas ce qui se passait. Mais bien sûr. Quand on m'a dit là, ça arrête la grossesse, là, ça m'a réveillée et je me suis dit mais non, je peux pas. Donc de base, j'étais rentrée en France pour avorter suite un peu au conseil de mes proches et je les ai écoutés sans trop savoir ce que je faisais. Et c'est parce que vous n'avez pas suivi leurs conseils qu'évidemment, ils vous ont tourné le dos. Bon, écoutez, bravo à vous, en tout cas, Maria. Oui, bravo, franchement, c'est un immense courage et vos filles ont de la chance d'avoir une maman comme ça, aussi solide et aussi forte, même si j'imagine qu'il y a eu des grands moments et peut-être encore de profonde tristesse. Merci beaucoup Maria. On fait une petite pause et on Maria. se retrouve dans un instant sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Hélène Vecchiali, nous faisons un petit saut dans vos histoires. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous a permis de changer de destinée? Et parfois, malheureusement, ce sont des épreuves, comme le témoignage qu'on vient d'entendre de Maria. Sylvie, bonjour. Oui, bonjour Hélène, bonjour Brigitte. Bonjour Sylvie. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé? Moi, je voulais témoigner quelque chose de plutôt positif, puisque en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que c'était une période de ma vie où je cherchais un petit peu à revenir à moi, des techniques un peu pour me relaxer et pour souffler, en fait, et on m'avait parlé de la sophrologie. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 45 ans. Mm-hmm. Et donc, en fait, j'ai regardé pour savoir exactement avant de me lancer réellement là-dedans, parce que j'avais besoin de voir un petit peu en quoi ça consistait, en sachant que moi, j'avais une idée un peu préconçue. Je pensais que vraiment, c'était vraiment purement que de la relaxation, parce qu'il me semblait que j'avais fait ça à un moment donné. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire ça? Et je me suis inscrite donc à un week-end découverte dans une école. De sophro, donc, hein?
De sophro, tout à fait. Je me suis dit, tant qu'à y être, tu vas bien aller voir. Et donc j'ai fait cette première journée qui a été pour moi plutôt très laborieuse. Alors j'étais dans un groupe qui était quand même assez nombreux. Et en fait, j'avais l'impression que tout le monde vivait des choses assez incroyables, magiques, vraiment plutôt positives, on va dire, et agréables. Alors que moi, j'étais plutôt dans l'inconfort toute la journée. Donc à la fin de la première journée, je suis allée voir le directeur de stage, cette école, oui. Voilà, en lui disant écoutez, je pense que c'est vraiment pas du tout pour moi ça, parce que là je suis pas du tout dans le même état de mes collègues. Moi, ce que je vis, c'est pas très agréable et du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais pas revenir. Et c'est là qu'en fait, il m'a dit, justement, je pense que justement, si vous avez ces vivances à ce moment-là, c'est peut-être que vous êtes réceptive et qu'il faut revenir et au moins jusqu'à demain. Faire la journée de demain et puis vous verrez. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Puisque le lendemain, je suis revenue, je l'ai appris, j'ai un peu mieux compris comment ça se passait. Et au final, je me suis inscrite à cette formation de week-end, en fait, qui s'est passée sur un peu plus de 2 ans. Et en fait, la vie m'a amenée à pratiquer me servir de cette méthode, de cet outil, et j'en ai fait mon travail plus tard. Ah oui. Voilà. Et maintenant, vous êtes sophrologue. Et maintenant, je suis sophrologue, tout à fait. Alors on explique pour ceux qui nous écoutent, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la sophrologie. En fait, c'est une sorte de thérapie, mais beaucoup par le corps. C'est une méthode, en fait. Donc, c'est une méthode qui est basée sur la respiration, sur la visualisation, mais également des mouvements corporels. Et le but, c'est de rendre les personnes autonomes pour que quand elles en ont besoin, sur des moments de stress, ou quand elles ont des événements dans leur vie à gérer, qu'elles puissent être capables d'utiliser la méthode. Voilà, tout simplement. Donc, Et avec le recul, comment vous expliquez que la première journée, vous étiez très mal à l'aise ? En fait, finalement, c'est aussi le dévoilement de soi parce qu'on est livré un peu à soi-même dans les vivances. En fait, on vit des choses et il y a des choses qui se dévoilent, entre guillemets, et que selon ce qu'on nous dit et on s'aperçoit, on voit nous-mêmes, on prend conscience, en fait, de certaines choses. Peut-être dans notre vie, dans notre corps, de tensions, de choses et vous aviez personne avec qui partager puisque vous étiez en groupe, sans doute. Oui, mais ça se partage en fait, si vous voulez, à la fin de chaque vivance. Si on le souhaite, on peut partager. En fait, il y a des moments d'échange. Si on le souhaite, rien n'est imposé en fait. D'accord. Et moi, je partageais pas forcément parce que en fait, tous ceux qui partageaient des choses très positives justement. Et moi, je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Je me disais non mais moi, ça ne me correspond pas. C'est pas du tout ça. Donc c'est là où je me suis dit mais peut-être qu'en fait, t'es pas dans les ressentis, ça t'apporte pas ce qu'il faut. Mais peut-être que vous, quand vous avez fait cette première journée, vous sortiez d'une habitude un peu hyperactive, etc. Et là, tout d'un coup, il y avait un retour au corps qui vous mettait peut-être mal à l'aise, non ? C'est ça aussi, oui, parce que ça apprend à se calmer. À être avec son monde intérieur. Et ça, quand on est plutôt tout le temps dans le monde extérieur, ça crée une sensation assez de perte de temps. En fait, on a l'impression qu'on se dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Non ? On peut effectivement au début, quand on n'est pas habitué, et comme vous dites, et quand on est tout le temps dans l'action, et qu'on n'est pas justement dans l'éprouvé, dans les ressentis, c'est là aussi où on se perd aussi dans nos sociétés, parce qu'on perd le contact avec soi-même, au final. Oui, et puis c'est voilà. Vrai que quand il y a un groupe et que les gens partagent, je dis pas que tous les gens qui étaient dans votre groupe étaient des menteurs, mais très souvent, il y a des gens qui vont partager des choses en les gonflant un peu et en les rendant plus jolies que ce qu'elles n'étaient, et ce qui fait que ceux qui voudraient partager des choses un peu plus lourdes se taisent, parce que sinon ça fait tâche au milieu de tout ça. Donc ça vous a absolument coupé la parole, quoi. C'est ça, surtout qu'on ne se connaissait pas en fait dans ce groupe, on était tous des inconnus les uns pour les autres, donc il n'y avait pas réellement d'alliance et on n'était pas là pour afficher nos entre guillemets nos ressentis plutôt négatifs. Donc parce qu'après dans la formation que j'ai finalement suivie, ça a été extrêmement différent puisque là on est un groupe, à la fin effectivement il y a une alliance, un groupe qui se connaît et on est capable de partager, justement d'évoluer et de s'approprier la méthode et en partageant réellement ce qu'on a envie de partager toujours de toute façon. Oui.
Et voilà, donc vous en avez fait votre métier, alors que c'était mal. Heureusement que votre professeur de stage a insisté et vous a fait revenir le lendemain. Hein. Ça aurait été dommage, vous seriez passé à côté de votre vocation. C'est ça, en fait, s'il m'avait pas dit ça, je me serais certainement dit, en fait, si je n'avais pas parlé avec lui, je serais certainement pas revenue le lendemain. Et vous avez fait votre formation dans cette école-là ? Oui, dans cette école-là, oui, tout à fait. Tout à fait, oui. C'était une formation qui a duré un peu plus de 2 ans, donc c'était quand même assez chronophage, hein, sur des week-ends. Donc, avec un stage à la fin. Enfin, c'est aussi la raison pour laquelle j'avais suivi cette formation-là. Voilà. Bien, comme quoi, hein, il faut persévérer parfois, hein, et peut-être ne pas rester toujours sur sa première impression. Ça, c'est ce qu'on dit souvent, hein, dans la vie. Faut parfois aller un petit peu au-delà de sa première impression. Et votre témoignage en est bien la preuve. C'est ça, écouter aussi, et oui, et puis je pense qu'il y a aussi ces relations de confiance qu'on sent aussi. Sur le moment, il y a les ressentis qui sont vraiment très importants, et parfois il y a des choses qu'on sent au fond de nous-mêmes, et on se dit, ah oui, d'accord, peut-être que voilà, le contact s'était fait aussi, il y avait cette notion-là qui était importante. Oui. Eh bien, merci de ce témoignage, Merci Sylvie. Merci à vous. On fait une petite pause, on va se retrouver avec le Sexo-Conseil. Je vous propose une petite rédaction écrite et on va parler du couple et de l'effet miroir du couple. Et puis, si vous avez envie de réagir, bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo-Conseil. Eh bien, Hélène Vécali, je vous propose de prendre la plume, d'écrire, de faire une petite rédaction sexo. La dernière fois que vous avez fait l'amour, vous allez la raconter, vous allez faire une petite dissertation. Vous n'êtes pas obligé de l'offrir à votre partenaire. Dans un premier temps, vous aurez peut-être du mal à écrire réellement ce qui s'est passé et vous allez constater qu'il y a des choses que vous avez du mal à écrire. Et c'est ça qui est intéressant dans ce petit travail que je vous propose de faire parce que ça va vous permettre de découvrir vos inhibitions, peut-être les tabous, votre pudeur, hein, et ce qui est peut-être encore plus intéressant, ce que vous n'oseriez pas dire à votre partenaire, parce que vous auriez peur peut-être de lui faire mal ou de son jugement. Mais c'est quand même important d'arriver à écrire au moins une page ou deux de ce qui s'est passé donc dans cette fois où vous avez fait l'amour, parce que ça va vous permettre de voir ce que vous avez écrit lorsque vous allez relire ça 2-3 jours plus tard. Alors vous n'êtes pas obligé de l'offrir à votre partenaire, hein, d'ailleurs, mais vous pouvez aussi lui offrir. Et puis si vous êtes vraiment très à l'aise tous les deux dans votre sexualité, ça peut être un jeu. Chacun va offrir sa dissertation à l'autre. Et donc là, il y aura une véritable capacité à communiquer sur la sexualité. Parce que pour le même rapport sexuel, il y aura vraiment 2 dissertations qui seront très différentes. Et c'est ça qui peut être très intéressant s'il y a mais il ne faut le faire que si vous êtes sûr de la complicité que vous avez entre vous, bien sûr. Mais c'est intéressant parce que quand on doit écrire un événement, alors là, je parle évidemment d'un acte sexuel, mais à la limite, ça pourrait être autre chose, hein. On révèle beaucoup de son inconscient, finalement, dans l'écriture. Vous êtes d'accord avec ça, vous qui êtes psychanalyste? Oui, tout à fait. Et la question est qui va noter la dissertation? On vous les donne après? Oui, moi je veux bien les recevoir. Oui, voilà. Oui, donc envoyez vos dissertations à Brigitte. Elle vous notera. Je vais avoir du travail ce week-end. je vais devenir la maîtresse. Hein. Voilà, parfait. Je vais donner des notes et puis on donnera le premier prix à la plus belle dissertation. Voilà. On pourrait faire un petit concours comme ça sur Sud Radio. Hein. Parfait. Vous m'aiderez si je reçois beaucoup. Hein, j'aide, corrige, j'aide, et après on publie. Alors l'effet miroir, on sait qu'en amour, c'est un effet grossissant, si je puis dire. Et on va en parler avec Meryl Rouchon qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Vous êtes thérapeute psychocorporelle depuis 10 ans et vous avez écrit ce livre, Mon couple, mon miroir. Quand ce que je reproche à l'autre dit beaucoup de moi, c'est aux éditions Grancher. Tout à fait. Alors l'effet miroir, je crois qu'on sait à peu près. Je crois que vous en avez beaucoup parlé, effectivement, que l'autre c'est finalement un reflet de parties enfouies et cachées et qu'on ne veut pas reconnaître en soi. Et finalement, quand on comprend ce qu'est l'autre, finalement, on apprend beaucoup sur soi et c'est un outil thérapeutique. Je le dis toujours avec beaucoup de respect pour l'autre, pour le couple, mais c'est un vrai outil thérapeutique.
Ça voudrait dire que inconsciemment, on va choisir l'autre parce qu'il a un trait de caractère ou des défauts ou des qualités, après tout. Absolument, les deux. Qui sont dans notre ombre. Exactement, sorte, tout à fait. L'autre n'est pas un hasard, comme je dis souvent en plaisantant. L'univers fait un casting parfait. Parce qu'il représente exactement notre polarité complémentaire. Alors c'est généralement deux personnes qui ont des blessures, des mémoires, des culpabilités ou des carences communes, mais qui vont les exprimer de manière complémentaire, comme un miroir. Alors vous parlez aussi des erreurs de nos parents que finalement on répète malgré nous, et même si c'est gros comme le nez au milieu de la figure. Alors erreur, c'est ce qu'ils ont pu, évidemment, c'est des erreurs telles que c'est vécu par l'enfant, donc c'est des blessures. On ne peut pas juger des erreurs parce qu'ils ne sont pas coupables. Mais oui, on va porter toute cette mémoire parfois de grands-parents également. Et on va porter cette mémoire et on va les répéter. Alors, ou les répéter en reproduisant la même chose, ou en faisant exactement l'inverse. Combien de fois on a entendu « je veux surtout pas faire comme ma mère et être exactement ». Et finalement, on se polarise à l'inverse, mais le conflit persiste. Oui, ça, du même ou de l'opposé, c'est la même chose au fond. Exactement. C'est la même chose, c'est-à-dire ça veut dire qu'on a pris en compte l'événement et soit on le réplique, soit au contraire on le réfute, mais dans les deux cas on en tient compte. Voilà, c'est une adaptation soumise aux rebelles, mais ça reste une adaptation. Tout à fait. Alors dans ce livre, vous prenez énormément d'exemples. Pratiquement, j'ai l'impression que vous avez pratiquement passé tout en revue, l'impatience, l'ingratitude, la paresse, la surprotection. Et à chaque fois, vous expliquez la psychorigidité, vous expliquez ce que ça apprend de nous, si on choisit par exemple un partenaire psychorigide. C'est ça. Parce qu'on a tendance à passer notre temps à juger l'autre, à vouloir changer l'autre, à regarder l'autre, à se focaliser sur ce qui ne va pas chez lui ou elle. Et là, justement, le livre, parfois c'est un peu douloureux, mais de dire ce qui me dérange chez l'autre, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Alors surtout pas d'un point de vue coupable ou comportemental, non, bien sûr, mais d'un point de vue inconscient. Donc j'ai l'impression que vous avez pratiquement tout passé en revue. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible dans les défauts. Il y a vraiment plein de choses qui sont... Et alors il y a quelque chose aussi que je trouve très très intéressant dans ce livre, c'est quand vous parlez de la verticalité des couples. Et ça, c'est assez intéressant parce que dans un couple, c'est vrai qu'il y a souvent, au lieu d'être à égalité, ce qui serait normalement le couple idéal, il y en a un qui est dominant, l'autre dominé, il y en a un qui est autoritaire, l'autre soumis, il y en a un qui est possessif, l'autre fuyant. Alors, un qui est sauveur, l'autre victime, ça vous en avez fait un livre, Hélène Vecchiali. Oui. Et c'est vrai que la plupart des couples, finalement, c'est ça, ce que j'appelle une relation verticale, donc complémentaire, comme vous l'avez très bien dit avec ces quelques exemples. C'est complémentaire parce que finalement, le système couple va s'équilibrer parfaitement. Donc le problème, ce sont les excès. Donc s'il y a trop de domination, il y aura trop de soumission. Mais le but de ce livre, c'est de dire, au lieu de dire l'autre me domine ou l'autre me rabaisse, c'est qu'est-ce qu'il y a chez moi, dans mon inconscient, qui fait que j'ai attiré ce type de personne. Donc c'est vraiment ça, finalement, la solution pour s'en sortir, parce qu'on cherche à changer l'autre, mais on va contre le mur. D'accord, alors prenons par exemple l'exemple sauveur-victime, puisque c'est un exemple que Hélène Vecchiali connaît bien, puisque vous en avez fait un livre, Hélène Vecchiali. Donc on découvre par exemple qu'on est sauveur, qu'est-ce qu'on doit faire Quand en général on a le profil de sauveur, c'est que déjà on l'a hérité d'une histoire de notre enfance. Donc là je l'explique, l'origine familiale, qui on voulait sauver déjà dans l'enfance, parce que l'enfant se croit tout puissant, qu'il a la capacité de sauver l'adulte, en général un parent. Et donc on essaye de le reproduire sur les personnes dans notre vie adulte et souvent dans notre couple. Et donc, finalement, c'est une caractéristique dont s'empare l'ego, parce que c'est très valorisant d'être sauveur. C'est comme je dis, dans la relation verticale, c'est toujours mieux d'être en haut qu'en bas. Il vaut mieux être le dealer que le junkie, comme je le dis. Voilà, c'est plus confortable. Et c'est valorisant.
Et c'est très difficile parfois de s'en sortir, mais en fait, le sauveur, il va se retrouver que face à une solution, c'est son impuissance et donc sa culpabilité. Et ça risque de se retourner contre la victime. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Complètement. Et puis je crois qu'on peut ajouter aussi que pour sortir de son rôle de sauveur, il faut comprendre qu'il y a un but. Le but de celui qui est sauveur, c'est d'être aimé. De se faire aimer. Or, jamais on obtient de l'amour, on obtient de la reconnaissance, de l'admiration, voire de la haine parce que l'autre est dépendant. Mais l'amour, on n'en obtient pas. Ce qui fait qu'effectivement, c'est un couple qui ne peut pas fonctionner. Et il faut se questionner sur pourquoi je suis dans cette position de sauveur. Et comment, en comprenant d'où ça vient, et en particulier de mon enfance, comment je peux tout doucement changer la donne, en étant vigilant, parce qu'un couple, c'est comme deux roues dentées, c'est-à-dire que si moi, tout d'un coup, je suis sauveuse et que je décide de plus l'être, il faut que je fasse attention à mon compagnon, qui, lui, est dans un rôle de victime qui lui va. Et donc, comment je fais pour maintenir le couple si je change les règles du jeu en cours de route sans prévenir l'autre et sans en discuter avec lui? Bien sûr, la communication, mais surtout en plus dans le rôle de sauveur, le danger, finalement, j'en parle beaucoup de la responsabilité. On prend la responsabilité de l'autre et on prend, en fait, c'est comme si on lui ôtait son pouvoir de s'en sortir. On l'infantilise en fait d'une certaine manière. Donc ça ramène presque à de la pitié et ça n'aide pas en fait, pas du tout l'autre. Consciemment c'est d'une très bonne intention, mais en fait on infantilise et on prend le pouvoir à l'autre de pouvoir s'en sortir seul. Alors que la plus grande outil qu'on pourrait lui donner, c'est de lui faire confiance de s'en sortir tout seul. Mais ce qu'on découvre quand même dans ces relations verticales, et c'est vrai que la plupart des relations sont quand même assez verticales, malheureusement, c'est que c'est pas bon, mais que c'est en même temps très compliqué de le faire changer, quoi. C'est une étape nécessaire, je la juge pas. Dans le livre, je dis on est tous passés par là, dès nos premières relations affectives. On passe par là, c'est une expérience nécessaire. L'important, c'est de pas y rester toute notre vie. Voilà, sauf si ça arrange tout le monde, parce que je suppose que vous, comme moi, vous avez dans votre entourage des couples qui sont ensemble depuis 40 ans sur ce mode vertical, ou qui se disputent tout le temps, ou qui sont très fusionnels. Mais ils y trouvent un bénéfice et ils ne veulent pas changer. Donc ceux-là, faut les laisser vivre. On peut changer personne qui n'est pas en vie. Bien sûr. Bien sûr. Non, le but, c'est juste pour chacun prenne conscience. Voilà, je dis dans chaque défaut, quel bénéfice j'y trouve à chaque fois aussi. C'est important. Alors il y a une chose qui va vous plaire, Hélène Vecchiali, parce que dans ce livre, il y a dans tous les défauts, il y a la mauvaise foi. Et ça, c'est quelque chose que j'adore chez Hélène Vecchiali. Elle m'a dit un jour, face à quelqu'un, il faut toujours revoir s'il est de bonne foi ou de mauvaise foi. S'il est de bonne foi, malgré tout, on peut pardonner. S'il est de mauvaise foi, faut pas passer son chemin. Et vous parlez donc de la mauvaise foi. Et qu'est-ce que ça apprend sur nous quand on est avec quelqu'un de mauvaise foi? Il y a un problème de validation personnelle. Quand on est avec une personne de mauvaise foi, c'est qu'on a du mal à se valider, à se reconnaître sa vérité, puisque chacun a la sienne, sa perception, son interprétation. Et quand souvent on attire quelqu'un de mauvaise foi, c'est souvent quelqu'un qui essaye aussi de convaincre, Donc en général, la personne qui est de mauvaise foi va être plutôt manipulateur, de la position au-dessus, absolument. Et souvent, ça nous apprend qu'on ne se fait pas assez confiance, on ne se valide pas assez, on ne se prend pas assez en compte. Donc on est trop influençable. Évidemment. Et puis j'ai noté aussi, il y a la question aussi de qui a tort, qui a raison, et cessons d'être binaire en fait. Ça c'est l'ego, qui est très binaire et il y a quelqu'un qui a tort, il n'y a qu'une vérité possible, alors que là j'explique que quand on vit une situation conflictuelle, c'est de dire je l'ai ressenti comme ça, je l'ai perçu comme ça, je l'ai interprété comme ça ou je l'ai vécu comme ça, mais il n'y a pas une vérité. L'autre peut avoir sa vérité et qui est son interprétation de la situation et finalement on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de pas avoir la même vérité. C'est pas nécessaire. De toute façon, une vérité, c'est ce qu'on ressent, et un ressenti, c'est un ressenti, et ce n'est pas une vérité, et c'est pas la vérité absolue, bien sûr. Bien sûr.
Et puis vous concluez avec les mauvaises raisons de rester ensemble. Oui, c'est pourtant souvent des raisons qui font qu'on reste ensemble. Oui, absolument. C'est pour ça que je fais à la fin comme une analyse, un bilan pour que chacun fasse son petit bilan et de comprendre. Souvent, quand je le vois beaucoup en séance, des personnes qui ont des doutes, je reste avec cette personne, je me sépare. Est-ce que je me pose, moi, j'ai envie de vous dire, quand on se pose la question, est-ce qu'on reste ensemble, est-ce que c'est déjà qu'on n'est plus en amour, quoi. Mais on peut se reconstruire différemment. Mais en tout cas, avec la même personne, c'est possible aussi. En tout cas, il faut prendre conscience que si on se pose la question, c'est qu'il faut vraiment faire un bilan. Il faut faire le bilan de son couple et nettoyer, quoi. Parce que absolument. Mais on peut se reconstruire ensemble. C'est aussi possible. C'est-à-dire, un couple n'est jamais linéaire, permanent. Tout est en perpétuel changement. Et qu'il est possible parfois, je l'ai vu, de se reconstruire différemment et avec la même personne. Oui, si on a affaire à deux personnes de bonne foi, effectivement. Et courageuses. Et avec de l'humilité. Et alors, on a parlé des relations verticales. Pour être en relation horizontale, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de l'amour. Ah oui, sauf que dans le mot amour, on met beaucoup de choses. Oui, mais parce que en effet, on parle d'amour à toutes les sauces, mais l'amour au sens réel du terme, c'est souvent quelque chose qu'on comprend. Mais on le confond. Tard. Voilà, c'est ça, on le confond. Je le donne un peu de 3 détails sur l'amour, mais c'est vraiment, j'entends trop souvent, on confond l'amour avec du besoin ou avec du désir nécessité. Sexuel. Voilà, ou du désir sexuel, voilà. Donc, les relations verticales permettent de comprendre petit à petit et d'aller vers l'amour, c'est ça le but. En tout cas, c'est un livre très pratique, hein, vraiment. Je pense qu'il peut aider des couples déjà à faire leur bilan de couple. Enfin, c'est un livre très pratique. Ça s'appelle « Mon couple, mon miroir ». Qu'est-ce que je reproche à l'autre dit beaucoup de moi. C'est aux éditions Grancher. Merci beaucoup, Meryl. Merci Rouchon. à vous. C'est un plaisir. Merci d'être venue nous en parler. On fait une petite pause et on revient sur les petites choses qui ont fait bouger notre vie avec Hélène Vecchiali. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous revenons sur ce qui a donné du sens à votre vie, un mot, un film, une chanson, que sais-je encore. Hélène Vecchiali est avec nous et je rappelle que dans ce livre, Bienvenue en thérapie aux éditions Larousse, vous racontez des histoires de patients qui justement ont basculé grâce à la thérapie. Hein, oui, grâce à un moment magique dans la thérapie. Un mot que vous avez dit. Une question, un mot, une remarque, oui, complètement. Et on retrouve Arnaud qui est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour Hélène, bonjour Brigitte. Bonjour Arnaud. Merci de prendre la parole. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous ? Du coup, là, comme vous venez de le dire, il y a soit un mot, soit quelque chose qui fait tilt. Et chez moi, je dirais que ça a été la pensée, la réflexion. Moi, il y a à peu près 7 ans, où je me revois très bien dans mon appartement avec mon ex de l'époque et de manger, c'était un petit déjeuner, sans saveur, sans qu'il y ait le goût. Et c'est pas la période Covid. Hein. Oui, j'ai bien compris. Il y a 7 ans. Et il y avait ce perte de saveur. Et ça m'a posé beaucoup de questions. Pas cette perte de goût, mais j'étais en réflexion déjà, où je me disais, il y a beaucoup de questions quant à la relation, donc. Pas la relation, je dirais le monde de manière générale. Qu'est-ce qu'on en a fait, la société, l'impact qu'elle a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de faire. Il y avait un peu de ça. Et plein de questions avec Dieu dans tout ça. Où est-il ? Qu'est-ce qui se passe, quoi. Et je dirais que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une sorte d'étincelle et un moment de réveil. Comme si, la réponse était, c'est toi qui vas porter cette responsabilité-là. C'est quelque chose qui dit qu'en chaque être humain, il y a une sorte de responsabilité et que c'est à chacun de nous d'aller faire, d'aller œuvrer pour justement changer les choses. Et que il y avait une sorte, chez moi en tout cas, de croyance que il y avait un monde qui ce qui est intéressant dans Arnaud, c'est qu'on comprend bien, donc un matin, vous vous réveillez, vous prenez votre petit déjeuner, puis tout d'un coup, il y a une perte de saveur,
perte bon, mais on imagine quand même qu'il y a dû se passer quelque chose dans les jours qui précèdent, ou ou peut-être un rêve dans la nuit, ou quelque chose qui a dû mettre, qui a dû vous couper le goût de vivre en quelque sorte. J'ai envie de dire. Justement non. C'est ça toute la subtilité et tout presque le paradoxe. Rien du tout. Juste habité par tout allait bien. Presque. Tout était cool, mais il y avait toujours cette réflexion, ce désir de compréhension, je crois, mais pas assez approfondi. Né dans une famille catholique, il y avait la notion de Dieu, etc. Mais il y avait des questions sans réponse quand même. Mais vous aviez quel âge ? 28 ans. D'accord. 28 ans, je l'ai su après. Aparté astrologie, le Saturne a refait un cycle. Oui, c'est 29. Normalement c'est 29 ans et demi, mais ça dépend parfois c'est un peu plus tôt, oui. Mais de toute façon, c'est un âge où on commence à sortir de la période j'allais dire, de l'adolescence, de la jeunesse, etc. On approche. Et c'est en effet le premier aspect Saturne important, oui. Constat, assez effarant de se dire qu'est-ce que je suis en train de faire. Je crois que je suis en train de faire comme tout le monde. Flotter dans le courant, quoi. Quel est le sens de ma présence au monde, quoi? Un peu. Et puis surtout, qu'est-ce que je suis en train de créer? Je crois que je suis en train de... C'est une véritable épiphanie, pour reprendre le terme que vous utilisiez au début de l'émission, Hélène Vecchiali. Oui. Comment vous étiez dans votre couple? Ça allait. Oui, pas de problème. Mais ça allait, c'est pas terrible, quoi. C'était sympa, quoi. En fait, c'était sympa. Il y avait pas d'âme. Enfin, je veux dire. Il y avait pas de saveur, quoi. Un peu, mais voilà, il y avait quelque chose de vraiment cette notion subtile entre exister et vivre, quoi. Vraiment cette sensation de conscience où on se dit, là, je peux créer, quoi. Et là, je peux vraiment sortir du déjà vu, des habitudes, du regard de l'autre. Mais moi, je reste persuadée qu'il y a eu quelque chose quand même qui a dû faire surgir à la surface ce qui était en train de macérer en vous, voyez. Ah ouais, mais vous savez peut-être pas ce que c'est, ça n'a pas d'importance. Peut-être que la suite. Ouais, la suite était maintenant c'est moi. La suite était beaucoup plus. C'est en ça que la suite après a été. J'ai fait mes 28 ans un peu de temps après. Je rencontre une sorte d'astrologue, un guérisseur qui m'apprend comment on soigne, etc. Et tout ça est venu juste après. Et là, par contre, ça a été vraiment assez fort, très puissant, quoi. Et je suis parti à la Réunion, etc. Et tout ça découle d'une sorte de questionnement sans réponse où il y avait cet ultime de message vers Dieu en disant mais qu'est-ce qui se passe en fait, quel est le message? Je crois qu'on vit dans un monde qui est pas très beau et qui dégénère un peu comme ça, et qu'est-ce qu'il faut faire, et sorte de questions sans réponse, et cette étincelle qui dit c'est à toi de faire. C'est pas. N'attends pas du monde ce que toi tu peux faire. Bien sûr. Évidemment. Et quel. Si on avait plein de jeunes comme vous, ça irait peut-être mieux, en effet, Arnaud. Oui. Mais plein de personnes. Je crois que vraiment le pire, c'est que c'est ça. Et donc du coup, s'ensuit de plein de travaux, et vraiment. Je me forme, je travaille beaucoup, et pour justement capter cette essence-là et vraiment apporter ça aux gens. Depuis, je crée une association, j'ai un groupe où on partage de la philosophie, spiritualité, psychologie, etc. pour justement réapporter ça, cette essence de l'être humain qu'on a de créer et qu'on peut décider de notre avenir plus tard. Et ça passe dans des choses vraiment quotidiennes et d'un banal presque. Mais à partir du moment où il y a cette conscience-là, tout change. Mais dès qu'on donne du sens à son existence, on est beaucoup plus heureux, bien sûr. Bien sûr, oui. Et je dirais que même la question du sens, et c'est celle qu'on a le moins en ce moment, le sens. Oui. On a presque le sécuritaire, on fait pour faire, sans ce sens-là. Et c'est parce qu'il y a ça que
tout prend une autre ampleur, quoi. On va dire qu'on va dans tous les sens, et à force d'aller dans tous les sens, on va nulle part. On n'y a plus de sens. Et là, vous aviez perdu un sens, le goût. Ah ouais, c'est ça, c'est cette espèce de même goût. Cette perte de sens qui tout d'un coup vous a fait symboliser quelque chose, c'est fort, hein, oui. Je dirais que ce serait presque un enlisement, quoi. C'est l'enlisement qui m'a fait perdre ça. Mais le pire, c'est que je m'en rendais pas compte. Et à partir du moment où il y a eu cette étincelle, ce matin-là, à force de perdre le sens, on perd le sens du goût. Et à ce moment-là, sursaut d'éveil, quoi, où en disant attention, parce que là tu es en train de faire comme tout le monde, tu es en train de vivre. Mais vous savez, Arnaud, je vais conclure, puisqu'il est temps de conclure, mais je vais conclure. Notre corps ne nous ment jamais. Et si on écoutait plus notre corps et nos sens, parce que nos 5 sens, ils parlent énormément de ce qu'on ressent et de ce qu'on vit, donc, eh bien, je pense qu'on irait tous beaucoup mieux. Donc, c'est peut-être une jolie conclusion pour cette émission, non, Hélène Becali? Tout à fait. Et je pense qu'il y a une différence entre survivre et vivre. Exactement. Donc, écoutez votre corps, vos sens, et puis donnez du sens. Et voilà tout. Merci beaucoup, en tout cas, Arnaud, de ce joli témoignage. Merci, Arnaud. Merci à vous, Hélène Becali. Je rappelle votre livre qui avait servi de fil rouge. Bienvenue en thérapie, c'est aux éditions Larousse. Et puis, la semaine prochaine, je vais un peu me reposer. Et puis, on se retrouvera avec toujours le même plaisir. Et puis, de toute façon, je ne vous abandonne pas. On va écouter les meilleures émissions à partir de lundi. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan pour C'est votre avenir.